Je suis ravie, je suis Emmanuelle Dernis, je suis ravie au nom du Collège des enseignants de rhumatologie du bureau d'animer ce nouveau mercredi du COFER. Et on a la grande chance d'avoir avec nous Rakiba Belkir, qui est l'une de nos spécialistes, on peut le dire, de la prise en charge du myélome. Rakiba travaille comme praticien hospitalier temps plein à l'hôpital Bicêtre. Et comme vous le voyez, l'hôpital Bicêtre qui a cette force d'être un service d'immuno-rhumatologie. Et on te remercie vraiment, Rakiba, d'avoir accepté de faire ce topo parce que tu as une expertise que beaucoup d'entre nous avons perdue. Alors peut-être qu'on pourra discuter du renouveau de ces prises en charge. Donc tu as la parole pour une 20-25 minutes, puis à peu près 5 minutes de questions. C'est à toi. Merci beaucoup Emmanuel. Je remercie d'ailleurs tout particulièrement Emmanuel et Guillermo de m'avoir proposé de parler de myélome multiple et surtout du traitement. Je vais m'axer surtout là-dessus. À partir de notre expérience et de la mienne en particulier, ça fait maintenant 10 ans que je prends en charge en rhumatologie à Bicêtre ces patients. Et vous allez voir que pas mal de choses ont changé. On parlera aussi de notre parcours un peu de médecin en immunorhumato, comment on peut améliorer encore cette prise en charge des patients atteints de myélome. Alors, je vais essayer de suivre ce plan avec quelques rappels sur le myélome multiple symptomatique. Et je vais parler en particulier du traitement de première ligne, c'est le sujet éligible à la greffe, à l'intensification avec autogreffe. Et également des sujets non éligibles à l'autogreffe, bien sûr, où il y avait pas mal eu de changements ces derniers temps. Des traitements de rechute. Et bien sûr, on fera un focus sur la prévention des lésions osseuses et aussi des infections qui restent encore une cause de morbidité, de mortalité dans le myélome multiple. Alors, tout d'abord, quelques rappels. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Alors, Rakiba, juste, on t'entend parfaitement bien, mais est-ce que tu peux faire un partage d'écran un petit peu plus large, si c'est le cas? Tout à fait. J'ai pas mis en mode diaporama. Excusez-moi. Je C'est le parfait. fais. On t'entend bien, on te C'est voit bien. parfait. Super. Donc, je vais parler maintenant des critères de diagnostic du myélome multiple symptomatique, donc qui sera amené à être traité. Vous savez tout ce qu'il faut, un diagnostic au niveau de la moelle avec une plastocytose médulaire de plus de 10%, ou bien une lésion, une présence d'une biopsie qui met en évidence des plasmocytes tumoraux monoclonaux. Et bien entendu, un des critères CRAB, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, la présence d'une anémie et aussi d'une lésion ou d'une lésion osseuse lithique sur un des examens radio qui est supplanté maintenant par le scanner ou le TEP-scan. Des critères plus intéressants qui permettent de traiter les patients à haut risque évolutif ont été également définis, à savoir une plasmocytose médulaire supérieure à 60%, ce qu'on appelle les critères Slim Crab, ou un rapport de chaîne légère libre impliquée sur non impliqué supérieur à 100, ou bien la présence d'une lésion focale à l'IRM d'au moins 5 mm. Donc ça va permettre de traiter les patients avant les lésions symptomatiques ou une atteinte rénale ou une atteinte d'organes éventuelle. Alors, on va parler de traitement, donc il faut savoir comment on évalue la réponse dans le myélome multiple. Il y a possibilité d'évaluer le marqueur indirect, c'est-à-dire la sécrétion de la protéine monoclonale par les cellules tumorales. Et on va bien sûr faire l'électrophorèse si s'agissait d'un myélome à IgG, IgA, pour voir si le pic disparaît à l'électrophorèse. L'immunofixation va permettre de mettre en évidence si celle-ci est négative, si le patient est en rémission complète. Et on va aussi, bien sûr, si le myélome est à sécrétion de chaîne légère libre, sérique, on va évaluer sa normalisation sur le bilan sanguin. Et bien sûr, s'il y a une protéinurie, on va vérifier qu'elle disparaît sur la protéinurie sur échantillon, en sachant que le gold standard reste encore les 24 heures, mais ça va probablement évoluer dans les prochaines années en termes d'évaluation de la réponse urinaire. Et l'autre moyen plus récent, c'est d'évaluer directement la présence de la cellule tumorale au niveau de la moelle, à l'aide bien sûr de la ponction sternale du myélogramme. Et on va évaluer ce qu'on appelle la maladie résiduelle, en anglais minimal residual disease ou MRD. Et on va évaluer la MRD négative à un seuil qui va être de 10-5 ou 10-6, soit par la première technique qui est la cytométrie en flux, où on va évaluer on va quantifier les cellules tumorales résiduelles grâce à un immunophénotypage et on va évaluer la sensibilité d'une cellule pour 100 000 analysés, d'où le 10.5. Et aussi l'autre technique plus intéressante encore, c'est le NGS. On va cette fois-ci quantifier l'ADN tumoral
qui sera résiduel et grâce au réarrangement VDJ et avec une sensibilité L de 10-6. Donc ces deux paramètres-là vont être beaucoup utilisés maintenant dans les essais cliniques thérapeutiques pour évaluer la réponse. On va aussi parler, comme on est en oncologie, de survie sans progression, la progression free survival en anglais, ou PFS, qui va être le temps qui sépare le début de l'essai clinique et le début de la première progression, la première rechute de la maladie. Et encore un critère encore plus dur et qui est encore plus intéressant dans les études thérapeutiques en oncologie, c'est la survie globale. Ça va être le temps entre l'entrée du patient dans l'essai jusqu'au décès. Donc, critère qui va être très intéressant aussi sur un suivi prolongé, de voir si ces traitements ont un effet sur la survie globale par rapport à un traitement standard. Et je vais passer très vite sur les critères standards de réponse. Globalement, vous verrez parler de réponse partielle quand les patients ont une diminution du pic de plus de 50%, et de très bonnes réponses partielles ou very good partial response, qui est le VGPR, où là, on a une diminution de plus de 90% du pic, en sachant, comme toujours, que la MRD est beaucoup plus intéressante comme réponse au niveau médulaire. Alors, je vais parler en premier des traitements du sujet éligible à l'intensification et à l'autogreffe. Parce que finalement, l'autogreffe a toujours sa place et on en discutera dans quelques minutes. Tout en rappelant sur cette frise l'évolution des traitements sur les 70 dernières années. On avait, comme vous le savez, dans les années 50, le traitement par melphalan-prénisone, qui a été développé par le docteur, professeur, je ne sais plus, Alexanian, qui est le fameux protocole Alexanian MP. Puis dans les années 90, l'avènement de l'autogreffe de cellules souches et de l'intensification, avec aussi les chimiothérapies conventionnelles qui étaient encore le traitement standard. Et puis finalement, à partir des années 2000, on va avoir de nouvelles molécules arriver, de nouveaux modes d'action, notamment le thalidomide, la thalidomide, que vous connaissez tous, puisque ça a été un scandale sanitaire en termes de tératogénicité, où les femmes enceintes qui recevaient ce traitement à visée antiémétique ou somnifère dans les années 50-60 avaient leurs enfants qui naissaient avec des malformations, notamment des malformations des membres, liées à son mécanisme d'action anti-angiogénique. Et finalement, il a été dévié de son utilisation dans le myélome avec une très bonne efficacité. On appelle ces médicaments des immunomodulateurs ou IMID. Et on a maintenant d'autres prodrogues, qui est le lenalidomide, le pomalidomide, qui sont maintenant utilisés de façon très, très fréquente au quotidien chez ces patients. Et on a aussi bien sûr l'avènement du bortezomib dans les années aussi 2000-2010, qui est un inhibiteur du protéasome, et d'autres drogues ont été développées en intraveineux pour le carfilzomib et par voie orale pour l'ixazomib. Et surtout, je devrais dire la période clé, ça va être à partir de 2015, la première immunothérapie dans le myélome, qui est l'anti-CD38, un peu le rituximab du myélome, si je devrais dire. L'anti-CD38, qui est le daratumumab, qui a été disponible à partir de 2016 et qu'on a utilisé dès que possible lorsqu'il était arrivé sur le marché avec un remboursement. D'autres molécules sont en développement et sont utilisées, l'anti-CD38 isatuximab. Et bien entendu, l'immunothérapie par daratumumab a ouvert la voie vers d'autres immunothérapies. On en a vous avez déjà entendu probablement parler dans d'autres maladies hématologiques. Ce sont les bispécifiques anti-BCMA, qui est exprimé sur le plasmocyte tumoral, qui sont en premier rang le teclistamab et l'elranatamab, dont je parlerai un petit peu, et bien sûr les CAR-T-cells anti-BCMA, qui sont aussi en utilisation en rechute. Et donc, si je devais faire déjà un petit tableau pour résumer les molécules qui sont utilisées dans le myélome en première ligne du sujet jeune. Alors, quand je dis jeune, j'entends en dessous de 65 ans, avec la possibilité maintenant dans certains centres de greffer jusqu'à 68-69 ans s'ils n'ont pas de comorbidité. Ça, c'est très centre dépendant. Et nous, on l'a fait régulièrement proposer des patients. On travaille beaucoup avec l'Institut Gustave Roussy pour la partie greffe. Donc, ça nous arrive de discuter des patients un peu plus âgés. Et donc, les traitements de première ligne vont être, comme je vous disais tout à l'heure, le bortezomib ou Velcade par voie sous-cutanée, dont les effets indésirables, alors j'en parle tout de suite pour ne pas oublier, c'est des médicaments qui donnent des neuropathies, des cytopénies, et une particularité, donner des infections à des récurrences de VZV, donc des zonas, d'où l'intérêt de la prévention, on en reparlera.
Le lénalidomide qui est par voie orale, qui se prescrit 21 jours sur 28 à des doses variables en fonction notamment de cytopénie ou s'il existe une insuffisance rénale, qui donne surtout des thromboses comme le thalidomide le faisait déjà, des cytopénies et des troubles digestifs. En tout cas, au quotidien, ça peut être très compliqué pour les patients qui sont souvent traités par ce médicament en entretien pendant 3 ans à l'issue du traitement intensif. Ensuite, on a bien sûr le daratumumab qui fait partie du traitement de première ligne maintenant du sujet jeune et vous verrez aussi du sujet âgé, avec le risque d'infection et de cytopénie liée à ce traitement, et la dexaméthasone qui est plus puissante en termes de corticothérapie que la prénisone, qui va être utilisée dans toutes les lignes et qui va être pourvoyeur d'infections dont qu'il faudra prévenir également. Alors, si vous deviez retenir un schéma de mon exposé, c'est celui-ci qui vous montre les deux possibilités de traitement en fonction de si le patient est éligible ou non à l'intensification. Globalement, s'il l'est, on va utiliser ce qu'on appelle un quadruplet qui va utiliser les 4 drogues dont je viens de vous parler. Autrefois, on utilisait aussi la thalidomide dans certains centres, mais l'énalidomide, qui est le Revlimid, a supplanté un peu ce médicament. Le traitement intensif va être fait après 4 cures de ce traitement. Puis 2 cures de consolidation supplémentaires vont être réalisées en post-greffe, en sachant qu'il y a beaucoup de discussions sur la place de l'autogreffe, on y reviendra, notamment de l'intérêt d'un double autogreffe chez certains patients qui sont à haut risque cytogénétique notamment, et un entretien par 3 ans de l'énalidomide. Donc les patients sont traités pendant une grande période, et probablement le daratumumab qui va venir en plus en entretien. Probablement on attend le remboursement d'ici quelques semaines ou mois donc chez ces patients. Et bien sûr, je parlerai, alors j'ai mis l'acide zoledronique pour ne pas l'oublier en prévention des lésions osseuses, mais j'y reviendrai à la fin de la présentation. Alors, l'autogreffe a toujours sa place et toujours le traitement incontournable des sujets jeunes, éligibles donc à l'intensification, avec ici une étude qui date maintenant des années 90 de l'équipe de Michel Attal à Toulouse, qui avait montré l'intérêt en PFS ici à gauche du traitement high dose, donc du melphalan haute dose, qui est le traitement intensif au sens du terme. L'autogreffe va finalement être une espèce de rescue qui va limiter l'aplasie de ces patients qui vont avoir effectivement une aplasie induite par le melphalan. Et on voit bien qu'il y a une différence en termes d'événements de survie sans progression chez ces patients qui recevaient ces high doses. Et on retrouvait aussi cette différence en survie globale. Donc ça reste encore un traitement standard chez les patients jeunes. En sachant que l'intergroupe francophone du myélome, le groupe IFM, a fait un essai pour voir si on pouvait éventuellement se passer de l'autogreffe chez ces patients jeunes, avec à l'époque un triplet qui était le VRD, qui était utilisé avec 8 cycles au total environ dans les 2 bras, sauf le bras greffe qui recevait un petit peu moins. Et on n'a pas réussi à démontrer qu'on pouvait se passer de l'autogreffe aussi dans cet essai. Vous voyez avec la PFS qui est finalement meilleure dans le groupe transplantation, enfin autogreffe versus le groupe VRD sans greffe. Et sur la survie globale, on ne peut pas vraiment répondre parce que les courbes sont plutôt similaires. Donc on a encore besoin d'essais cliniques pour démontrer l'intérêt de l'intensification toujours chez les sujets jeunes. Et le daratumumab a transformé la prise en charge de ces patients, je vous l'ai dit juste avant, pardon, avec des mécanismes d'action qui va permettre une cytotoxicité très importante des plasmocytes tumoraux. Et 2 essais cliniques ont permis de valider ce traitement, ce quadruplet avec le daratumumab. C'est l'étude ici Cassiopeia qui a été publiée en 2019, qui avait évalué le taux de réponse objectif chez des patients qui étaient traités soit par Dara-VTD ou VTD, pardon. Et il y avait une nette différence. Je vais passer assez vite sur les études pour pas vous en verrez beaucoup. Mais globalement, retenez que le Dara-VTD avait une meilleure survie sans progression que le groupe VTD. On avait la même chose en survie globale, à plusieurs mois, voyez, d'évaluation. Et on avait aussi en MRD, ici, les colonnes des VTD sont entre 48% et 58% de patients qui étaient en MRD négative à 10-5 ou 10-6. Alors qu'elle l'était un peu moins dans le groupe VTD, que ce soit le VTD Dara en entretien ou le VTD qui était sans entretien par Dara.
Et l'étude qui nous a encore plus renforcé dans ce quadruplet en première ligne, c'est le DARA VRD cette fois-ci, celui que nous utilisons au long cours chez nos patients, enfin qu'on utilise quotidiennement chez nos patients, qui montre également un effet sur la survie-progression. Ici, c'était la survie sans progression à 48 mois, avec une différence significative entre le bras DARA VRD et le bras VRD, 84% versus 67%. Donc c'est vraiment le standard actuel dans tous les centres qui prennent en charge des patients atteints de myélome chez sujets jeunes. Et on attend beaucoup de cet essai clinique dont les inclusions sont terminées, qui va s'intéresser à un autre anti-CD38 qui est l'isatuximab. Le VEL4 va être remplacé par le carfilzomib. Et ils ont en fait stratifié les patients à haut risque et un risque standard en fonction de la MRD à 10.5 et vont les randomiser entre un bras autogreffe ou pas d'autogreffe ou un bras double autogreffe s'ils sont à haut risque et autogreffe plus le traitement conventionnel ISAC-ARD. Donc, on n'a pas encore les réponses à cette question, mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on aura l'information de la place de l'autogreffe, notamment après ces quadruplets très efficaces. Alors, je vais faire maintenant un focus sur les patients non éligibles à la greffe. Il y a aussi des changements en termes de stratégie de traitement. Encore jusque dans les années 2014-2015, on utilisait encore le melphalan prénisone thalidomide. On avait associé maintenant le thalidomide chez ces patients non éligibles à la greffe. Et on a maintenant la possibilité d'utiliser le lénalidomide dexaméthasone chez ces patients non éligibles à l'autogreffe. Donc, il s'agissait d'une association soit dans cet essai, soit avec 18 cycles, soit avec un traitement continu. Et finalement, ce qui a émergé de cette étude, c'est que le traitement continu par lénalidomide dexaméthasone faisait mieux en termes de PFS par rapport aux deux traitements, soit le traitement court de 18 cycles, soit le traitement par MPT 12 cycles. Et on retrouve la même chose en survie globale. Alors, pas de différence significative entre continu ou traitement de 18 mois, mais toujours une différence avec le MPT. Donc, c'est devenu le bras de référence, enfin le traitement de référence chez les patients non éligibles à la greffe à partir de cette période. Et puis, comme vous l'avez compris, le daratumumab a aussi été proposé à ces patients non éligibles à la greffe. Et c'est maintenant le daratumumab lénalidomide dexaméthasone chez le sujet âgé qui est le standard. C'est l'étude Maya qui a été publiée maintenant il y a presque 6 ans. Qui s'était intéressé à des patients de 73 ans en médiane, mais vous voyez que les patients de plus de 75 ans représentaient la majorité des patients, donc des patients que nous voyons régulièrement, nous, dans le service, donc des patients âgés. Et donc, c'était important de savoir qu'on pouvait utiliser des immunothérapies chez ces patients âgés potentiellement fragiles, on y reviendra. Et donc, le daratumumab associé au lénalidomide dexaméthasone faisait mieux que le bras lénalidomide dexaméthasone. Ici, en termes de PFS, on voit bien une différence significative avec une PFS qui n'était pas atteinte par rapport au groupe contrôle qui était ici à 31 à 32 mois presque. Donc, vraiment une efficacité remarquable de ce triplet. Et c'est devenu le traitement de référence maintenant. Et notre question, c'est est-ce qu'on peut utiliser chez tous les patients le daratumumab, parce qu'on a toujours la crainte de ces infections, notamment pulmonaires, qui sont assez fréquentes avec cette immunothérapie. Et finalement, oui, par rapport au lénalidomide dexaméthasone, si vous regardez les courbes bleues en particulier, alors ils ont évalué la fragilité sur un score de fragilité. Et les patients qui sont considérés comme frêles avaient quand même une meilleure survie sans progression que le groupe lénalidomide dexaméthasone, avec des effets indésirables qui étaient tout à fait gérables. Et on retrouve la même chose ici si on prend les non frêles versus les frêles, que ce soit avec si on compare DRD frêle au RD RD frêle, on retrouve cette même différence significative. Et ce qui a changé sur les derniers mois, c'est cette publication, enfin 2 publications, mais je vais en présenter qu'une, de l'étude qui s'appelle Benefit, où ils se sont intéressés à l'utilisation d'un quadruplet, donc comme chez les sujets jeunes, chez des patients considérés comme fit, donc sans comorbidité, sauf, on va dire, l'âge, ils avaient entre 65 et 79 ans, et on leur proposait un quadruplet qui va être l'isatuximab, l'autre anti-CD38, associé au Velcade, au lénalidomide et à la dexaméthasone, versus le standard qui a le isatuximab RD, mais qui ressemble au DARA RD. Et le critère de jugement principal était à 18 mois. On évaluait ce dont je vous parlais tout à l'heure, la MRD à 10.5.
Et dans cette population, donc certes non éligible à la greffe, mais considérée comme en forme, donc fit, on avait une différence significative dans le bras ISA-VRD versus le triplet, on va dire classique, qui est avec de l'isatuximab ISA-RD, avec une MRD de 10,5 à 5, qui touchait 53% des patients, donc une très bonne une réponse moléculaire très importante au niveau, au niveau tumoral, au niveau médulaire, donc 53% versus 36% ici dans le groupe ISA-RD, pardon. Et on avait déjà une réponse à 12 mois chez ces patients traités par ISA-VRD. Donc ça va devenir probablement une nouvelle thérapie, enfin une nouvelle stratégie de traitement chez ces patients non éligibles à la greffe, mais en forme, entre guillemets, fit. Et on attend pour l'instant le remboursement en première ligne de l'isatuximab dans cette catégorie. Alors, concernant les traitements de la rechute, on a plusieurs molécules à notre disposition, notamment d'autres inhibiteurs du protéasome, le carfilzomib ou l'ixazomib, qui lui est oral pour ce dernier, avec des possibilités d'utiliser en association avec d'autres imides comme le pomalidomide. Et bien sûr, on a aussi l'isatuximab qui va être possible en association avec ces molécules dès la première rechute. Et on attend, comme je vous disais tout à l'heure, le remboursement pour la première ligne chez les sujets non éligibles à la greffe. Et on a aussi maintenant la possibilité d'utiliser et d'avoir recours aux bispécifiques anti-BCMA, en particulier le teclistamab qui a été démontré efficace chez les patients ayant un myélome multiple réfractaire à plusieurs lignes, parfois à 3 drogues, parfois à 5 drogues, avec ici un taux de réponse objective de 63% et des VGPR à plus de... alors ma diapo est peut-être pas très visible, à 58%, donc ce qui est vraiment des taux très importants et très intéressants chez ces patients qui sont très réfractaires, avec des effets indésirables cytopéniques qu'on s'attendait à trouver, mais surtout des effets indésirables infectieux, dont je vais reparler tout à l'heure, qui nécessitent une prophylaxie anti-infectieuse et le recours aux immunoglobulines substitutives dès le début du traitement par teclistamab. L'autre anticorps bispécifique anti-CD3, anti-BCMA, c'est l'elranatamab, qui a aussi montré son efficacité chez les patients réfractaires. Alors là, je vous présente les résultats de l'étude qui s'appelait Magnétisme, qui a été publiée à 2 ans, où on retrouve le même ordre d'efficacité, un taux de réponse global de 61%, le VGPR à 56%. On a des rémissions complètes à 35%, ou stringentes ou non. Donc on a vraiment des nouvelles molécules dont on fait bénéficier les patients dans le service maintenant depuis l'été 2022, avec aussi cet effet indésirable qui est assez fréquent au moment de l'escalade de dose, qui est le syndrome de relargage cytokinique, que nous sommes amenés à manager en salle. Et maintenant, avec le recours avec la dexaméthasone et au tocilizumab surtout, on arrive à gérer cet effet indésirable de relargage cytokinique. Et bien entendu, les CAR-T-cells ont fait aussi preuve d'efficacité chez ces patients réfractaires, des CAR-T-cells qui sont anti-BCMA. Alors, je ne vais pas détailler la procédure dont vous avez déjà entendu parler probablement, notamment en auto-immunité, comme on est en train de le développer actuellement. C'est ces lymphocytes modifiés avec un récepteur chimérique qui va reconnaître le BCMA des cellules tumorales et va permettre ainsi leur destruction après une chimiothérapie, une lymphodéplétion préalable. Et nos patients commencent à bénéficier de ces médicaments dans d'autres centres que le nôtre, parce qu'on n'est pas habilité à faire ce genre de procédure ici. Et donc, on a le même genre d'effet indésirable, c'est-à-dire le syndrome de relargage cytokinique, et un effet indésirable d'un nouveau type, une neurotoxicité, qui s'appelle les ICANS, qui sont des immune effector cell associated neurotoxicité syndrome, qui peuvent se déclarer comme des syndromes pseudo-parkinsoniens, des épisodes d'aphasie, d'encéphalopathie. Donc, pareil, il va falloir aussi bien connaître ces symptômes pour pouvoir les gérer et savoir comment les traiter. Et 2 essais cliniques ont montré l'efficacité de ces traitements. À gauche, c'est l'IDCL avec l'Abecma qui est maintenant utilisé depuis plusieurs années. On a accès à ce traitement qui a montré son efficacité. Vous voyez ici sur la courbe orange, là c'est en PFS par rapport à un traitement standard chez des patients qui étaient très réfractaires aussi.
On a la même chose avec le Siltacel qui, lui, n'est pas encore disponible chez des patients réfractaires, notamment au lénalidomide. On a aussi des taux de réponse qui sont très intéressants. Vous voyez, par la PFS est nettement supérieur que dans le groupe standard, avec des taux de réponse de l'ordre de 73%, de 71% ici avec l'IDCL. Donc j'en ai fini de l'immunothérapie et des nouveaux traitements du myélome de sujets jeunes, sujets âgés et en rechute. Alors qu'en est-il des préventions des lésions osseuses? Elles restent tout à fait primordiales. Alors nous, en tant que rhumatologue, on doit encore vraiment continuer à en parler. Parce que vous savez, l'intérêt de ces médicaments pour prévenir la survenue d'une lésion osseuse dans le myélome et en oncologie, dans les métastases osseuses, avec l'efficacité surtout de l'acide zolédronique, qui est un inhibiteur de la résorption beaucoup plus puissant que les autres biphosphonates. Et c'est la molécule qui est encore la plus utilisée en hématologie et dans le service également. Et j'aime bien montrer cette étude qui date des années de 2010 exactement, qui comparait le zolédronate au clodronate, qui est le clastoban, molécule qu'on n'utilise pas du tout, nous, en France, pour la prévention des lésions osseuses. Et c'était intéressé à des patients nouvellement diagnostiqués et qui recevaient ou non une intensification. Et ils se sont intéressés à la survie sans progression, à la survie globale de ces patients en fonction s'ils recevaient du zolédronate ou du clodronate. Et de façon intéressante, on avait une différence en termes de survie globale chez ces patients qui étaient traités par acide zolédronique versus ceux qui étaient traités par clastoban. Vous voyez une différence qui est nettement significative. Pareil, durant l'étude, toute l'étude, c'était le cas, mais c'était nettement perçu au niveau des 4 premiers mois de traitement. Ce qui nous incite encore à utiliser cette molécule, si en plus elle a un effet sur la survie globale, c'est tout à fait bénéfique pour nos patients. Et on avait aussi la même chose en termes de PFS, un peu moins marqué, vous voyez, que la survie globale cette fois-ci. Donc finalement, ça reste pour nous le traitement de première intention, même si on peut critiquer le fait qu'à l'époque, les chimiothérapies ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise maintenant avec les immunothérapies actuelles. Mais pour moi, ça reste un traitement important dans la prise en charge de nos patients atteints de myélome. Et l'étude la plus importante à connaître, c'est celle-là, et je pense que vous la connaissez, c'est l'étude qui a comparé le denosumab cette fois-ci, donc là en version mensuelle à 120 mg sous-cutané. Et le critère principal dans cette étude, c'était de voir si le denosumab n'était pas inférieur aux zoledronate. Ils évaluaient le temps jusqu'au premier événement osseux. Et ce qui a été, là c'est la même chose, donc je vais passer. Ce qui a été noté, c'est que le denosumab n'était pas inférieur à l'acide zolédronique pour la prévention des lésions osseuses, même les courbes sont similaires. On avait peut-être une petite différence ici sur la PFS par rapport à l'acide zolédronique. Vous voyez, on a un hazard ratio à 0,82. Donc ça reste pour moi le traitement. Enfin, l'acide zolédronique, donc on va dire comparable au denosumab, en tout cas celui-ci n'est pas inférieur. Donc les deux molécules sont possibles. Et il n'y avait pas plus de toxicité rénale dans le groupe, enfin un peu plus de toxicité rénale dans le groupe acide zolédronique, mais rien d'insurmontable. Quelques hypocalcémies, mais par contre, autant d'ostéonécrose de la mâchoire. C'est, on va dire, le bémol de ces deux médicaments, prescrits sur plusieurs mois de traitement. Et l'ASCO, la Société américaine d'oncologie, a finalement recommandé l'un ou l'autre dans le traitement préventif des lésions osseuses dans le myélome, avec une durée, là je parle des patients qui sont au diagnostic de leur myélome, avec des lésions osseuses, pour une durée de 2 ans. Alors nous, ce qu'on peut proposer plutôt, c'est de faire effectivement mensuel pendant 1 an et passer peut-être à une injection semestrielle à partir de la deuxième, trimestrielle, pardon, à partir de la 2e année, lorsque les patients sont en rémission et qu'ils n'ont plus de problèmes osseux. Bien sûr, le denosumab reste la molécule intéressante en cas d'insuffisance rénale sévère, avec toujours la gestion de l'hypocalcémie chez ces patients qui, des fois, nécessitent une supplémentation calcique. Et aussi, bien sûr, avoir à l'œil le risque d'ostéonécrose de la mâchoire qui augmente au cours du temps, d'où l'intérêt de ne pas faire plus de 2 ans de traitement peut-être au départ, et de surveiller de façon régulière chez le dentiste, vérifier qu'il n'y a pas de début d'ostéonécrose chez nos patients.
Et je vais dire un mot de la prévention des infections, parce qu'elle est primordiale chez nos patients. Bien sûr, là, on est en période d'épidémie grippale, il faut vacciner les patients, même si on craint toujours la réponse vaccinale, qu'elle soit moins bonne, elle existe quand même. Il faut peut-être même envisager de vacciner les patients avec 2 doses. Des études ont montré cet intérêt. Vacciner l'entourage, bien entendu. Faire le rappel vaccinal à l'automne contre le Covid, parce que nous avons encore des patients atteints de Covid. La vaccination antipneumococcique, elle est aussi primordiale et on a maintenant essayé de vacciner par le Prévenir 20 qui remplace la séquence Prévenir 13 puis Pneumovax. Et tout récemment, vous savez, on a maintenant possibilité de vacciner contre le Zona par le Shingrix et qui est maintenant remboursé en pharmacie de ville. C'était au départ un accès direct par les pharmacies hospitalières, donc maintenant disponible. Et on l'a largement fait à nos patients atteints de myélome. On maintient pour l'instant le valacyclovir en préventif parce qu'on n'est pas encore sûr de l'efficacité complète du Shingrix chez nos patients. Et bien sûr, on a recours au cotrimoxazole, au Bactrim, pour nos patients qui sont notamment sous daratumumab, dexaméthasone, l'énalidomide, qui peut favoriser des pneumocystoses. Et surtout, les immunoglobulines intraveineuses, parfois sous-cutanées, chez nos patients qui sont traités par bispécifiques, par CAR-T-cells, et aussi ceux qui ont une hypogamma profonde et qui font des infections à répétition, ce qui c'est encore le cas. C'est un traitement dont on a besoin encore et qu'on fait en hôpital de jour à domicile quand c'est possible. Et donc, si je devais résumer le traitement dans le myélome, ce que vous devez savoir, c'est que l'autogreffe, l'intensification avec autogreffe reste le traitement encore standard chez les sujets jeunes, que maintenant, on a possibilité de faire des quadruplets chez les patients éligibles à la greffe avec des anti-CD38, un inhibiteur du protéasome qui est le Velcade et le lenalidomide avec des ARMM et des remboursements. On attend, et on aura sûrement bientôt, la possibilité de faire des quadruplets aussi chez les patients non éligibles à la greffe mais qui sont en forme, donc considérés comme fit. Toujours le standard chez les sujets âgés, le DARA, l'ENA, l'idomide, dexaméthasone. Et maintenant, alors je n'ai pas parlé de maintenance de l'entretien, mais les patients sont tous traités par 3 ans de l'énaïdomide quand ils ont eu une autogreffe, et bientôt le daratumumab en association. Et l'importance de connaître aussi que maintenant, les essais cliniques vont s'intéresser en particulier à la MRD, à la maladie résiduelle négative, et en pratique au quotidien, ce sera peut-être important de mettre au point dans nos services d'hématobiologie cette évaluation. Et bien sûr, la prévention des ionceuses et des infections reste indispensable chez ces patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Akiba. Très belle photo de groupe. Oui, j'ai essayé de Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est bien sûr un travail d'équipe. Hein. Je ne suis pas toute seule derrière à gérer tous ces patients et notamment mon collègue docteur Julien Henry qui est très investi, docteur Samuel Bitoun. Je pourrais citer tout le monde, hein, Xavier Mariette bien entendu, Gaëtan, Nocturne, Raphaël Serror, sont vraiment importants. Enfin, ils sont tous vraiment importants. Les infirmières, bien sûr, la pharmacie hospitalière est vraiment très, 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 très aidante au quotidien et nos partenaires de ville. Enfin, vraiment, on a une équipe bien. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est pas que les hématos, les immunorhumatos que nous sommes qui s'occupent du myélome, vraiment une multidisciplinarité, les radiologues aussi. Très important aussi pour discuter des examens notamment. Très bien. Alors bravo, hein. Vraiment, c'était moi qui n'en fais plus depuis des années. C'était une excellente revue. Et tu vois Denis Mulman qui nous pose une question de tour. Commençons en te remerciant pour cette excellente revue. Merci. Donc, en soulignant l'efficacité de nouveaux traitements par rapport à il y a 10 ou 15 ans en arrière. Et il te pose une question sur la place de la radiothérapie sur les lésions osseuses. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, nous sommes amenés chez les patients on a pas mal de patients qui arrivent en compression médulaire parce qu'on a un service d'orthopédie qui voit beaucoup de lésions tumorales. Donc ils arrivent souvent par ce biais-là. Donc ils sont d'abord opérés. On découvre qu'ils ont des plastocites tumoraux, un composant monoclonal. Ils sont adressés et globalement la radiothérapie, elle va venir en renfort de la consolidation et aussi à visée antalgique bien sûr. Donc globalement la radiothérapie, elle va être faite juste après la chirurgie quand elle a lieu pour consolider pour améliorer la douleur au premier plan, bien sûr, pour essayer d'améliorer le pronostic neurologique, parce que souvent, ils sont paraparétiques. Donc, c'est important d'avoir ce traitement complémentaire. Et la chimiothérapie, elle vient des fois après la radiothérapie, parce qu'on a besoin d'avoir une cicatrisation optimale, vérifier qu'il n'y a pas d'infection du site opératoire. Donc, il se passe déjà un peu de temps. Donc, la radiothérapie, bien sûr,
c'est tout à fait à toute sa place quand il y a une épidurite aussi symptomatique. Et on travaille aussi avec des radiothérapeutes qui nous voient les patients assez vite, donc on a assez le, le circuit marche assez bien, en tout cas sur Bicêtre. Ok. Ben justement, est-ce que vous donnez un peu des éléments organisationnels? Alors moi, je suis complètement convaincue de la place de l'immunorhumato, mais également de l'oncorhumato dans nos services hospitaliers universitaires ou pas. Dis-nous un petit peu comment vous fonctionnez en termes d'organisation, comment en pratique on continue à faire du myélome dans les services d'immunorhumato. Alors oui, c'est une bonne question parce que en pratique, on a certains de nos médecins, notamment, alors il y a Xavier Mariette qui a la qualification à prescrire et les habilitations à prescrire des chimiothérapies et à prendre en charge ses patients atteints de myélome. On a un autre collègue, Samuel Bitoun, qui a le desk d'oncologie qui lui permet aussi de prescrire et de prendre en charge ses patients. Si on prend ma position actuelle, c'est que moi, je suis arrivée un peu plus tard dans le service et je ne savais pas encore que j'allais prendre en charge ces patients atteints de myélome. Donc, j'ai pas cette qualification-là. Et c'est vrai que maintenant, le desk d'onco n'existe plus parce que maintenant, il s'agit de FST, l'FST oncologie qui existe et qui est accessible aux rhumatologues. Et la difficulté pour moi actuellement, c'est que j'utilise mon expérience mais aussi de ce que je fais, de lecture, des participations au congrès. J'ai cité l'intergroupe francophone du myélome qui est très, comment dire, moteur aussi dans les essais cliniques dont on a parlé, où on a participé également. Donc c'est un peu compliqué de mon point de vue à moi. Moi je suis foncièrement immunorhumatologue, il n'y a pas de doute, mais j'ai pas la qualification, donc il faudra probablement vous faire évoluer aussi la possibilité d'avoir cette qualification chez des médecins qui sont amenés à prendre en charge ces patients et qui ont l'expérience, entre guillemets. Et Mais ouais, donc et en termes d'organisation, donc on est 2 plein temps PH et nous avons une consultation dans un centre de lutte contre le cancer qui est l'Institut Gustave Roussy. Donc on a un pied en oncologie, hématologie par ce biais-là. Moi j'y suis depuis 2013. Julien m'a rejoint entre-temps. On reçoit bien entendu beaucoup de patients d'oncologie qui sont, alors c'est un autre cadre, mais on a pas mal d'effets indésirables rhumato-immuno-induits, les arthrites immuno-induits, les PPR que vous connaissez tous. Donc on les voit par cette consultation et nous adresse aussi à Bicêtre. Samuel Bitoun est aussi responsable de la FHU Care qui fait ce lien entre cancer, auto-immunité, inflammation, donc qui travaille beaucoup aussi avec l'Institut Gustave Roussy. On va probablement démarrer des essais, et vous le savez probablement pour certains, de bispécifiques dans les maladies auto-immunes et les carticelles aussi. Donc voilà, on est vraiment une équipe, voilà, Xavier Mariette, Raphaël Serreur, Gaëtan Nocturne, on est tous impliqués dans la prise en charge de ces patients. Donc, parfait. Alors, une dernière question et après on se quitte parce que sinon on va y passer toute la journée tellement tu es passionnante. Une question qui est plus pragmatique. Quelle est votre attitude devant un patient ostéoporotique, d'accord, éligible au tériparatide et qui présente une MGUS? Donc on n'est pas dans le myélome. alors oui, oui, oui. Nous, c'est une question fréquente parce on voit pas mal de gammopathies monoclonales effectivement bénignes, situation déterminée. Et j'ai vu que la question avait été posée au congrès SFR. Je crois que c'est Béatrice Bouvard qui avait eu la question. Nous, ça nous pose pas de problème. Alors après, ça va dépendre de deux choses. Si le pic n'est pas du tout évolutif, si on a 2 points à 6 mois où on montre le pic est parfaitement stable, je pense que ça pose pas de souci. S'il y a 2 fractures vertébrales et qu'il y a une indication de tériparatide, on le fait sans problème. Si on a refait le point sur le pic et qu'il a augmenté et on n'est pas encore dans les critères slim crab, etc. Mais qu'on veut quand même faire une évaluation de la moelle, c'est de bon ton de la faire à ce moment-là. Et si on voit que tout est rassurant, on peut débuter le tériparatide tranquillement en se disant il n'y a pas de myélome au niveau de la moelle, au niveau de la moelle osseuse. Donc on peut être tranquille. Mais si le pic n'a pas bougé, qu'on a une référence depuis de quelques mois, il n'y a pas de souci pour moi. Et je l'ai fait régulièrement. Enfin régulièrement. Quand ça a été possible, je l'ai fait. Parfait. Merci beaucoup. Au nom du COFER, de tout le groupe, un grand merci pour cette très, très belle revue. Merci beaucoup et merci à tout le monde. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci Anne-Manuel.